Bonjour à tout le monde. Voilà, bonjour à tous. Bon, ravi de vous rencontrer. Il est 9h30, un peu comme maintenant d'habitude dans les webinaires, on va laisser les quelques retardataires arriver. On a la joie, quand on est organisateur de webinaires, de voir le compte à l'heure assez bien rempli et de le voir se remplir avec les quelques minutes qui s'égrènent. Donc, nous, côté Jean-Baptiste et moi, on est prêts. Et voilà, et là, je vois que le compte monte. Donc, Jean-Baptiste, si tu es d'accord, on attend encore peut-être quelques minutes. Oui, Euh, voilà, quelques minutes avant d'attaquer dans le dur. Peut-être que pour le moment, tu peux dire un petit mot sur la raison de ce webinaire, ce qui nous a conduit dans nos échanges à décider de l'organiser maintenant. Absolument. En fait, on a commencé le confinement, comme vous tous, dans la stupeur, en ne sachant pas trop de quoi demain ou la semaine d'après allait être fait. Et Jean-Baptiste a très vite provoqué une réunion avec quelques experts du sujet de la distribution et du retail et quelques experts membres du Collège des experts de la Fédération française de la franchise. Et on s'est retrouvés à discuter de différents sujets d'ordre juridique, d'ordre business bien évidemment. Et très très vite, on s'est dit qu'il était essentiel d'intervenir sur l'information précontractuelle, qui est un sujet assez classique, courant, qu'on a tous l'impression de maîtriser. Mais on s'est dit que cette période était suffisamment particulière pour rappeler un peu à tous ce qu'il était nécessaire de faire. On s'est demandé, donc ça c'était début de confinement, hein, donc il y a 2, 3 mois, on s'est demandé si on devait faire ce webinaire immédiatement, mais comme on s'est rendu compte qu'on ne savait pas grand-chose sur les semaines et jours qui allaient suivre, tiens, il y a Thierry Lancry qui nous dit bonjour pour nous dire au revoir. Donc au revoir, bonjour et au revoir, à plus tard, qui doit être appelé sur une urgence. Et donc voilà, on s'est lancé sur ce webinaire sur l'information précontractuelle, qui est un sujet très franchise, mais d'une manière générale sur les impacts en fait, juridiques de la période pour les distributeurs et les retailers au sens large. Et on s'était dit qu'il était intéressant d'attendre la sortie de confinement pour déjà tirer quelques tendances, parce qu'on y verrait tout simplement un peu plus clair. Voilà la raison du webinaire. En effet, mais écoute, merci Laurent pour cette introduction. Alors j'ai la lourde charge de faire défiler la présentation, mais je vois qu'on commence par présenter territoire et marketing. On va parler de FEM, c'est ça? Oui, on a gardé le meilleur, on a gardé le meilleur pour la fin. Tu finiras donc, bien évidemment. Bon, alors, vous n'y couperez pas, hein, c'est notre éternel Hall of Fame ou les 2 petites minutes à notre gloire, à Jean-Baptiste et à moi. Juste pour nous présenter, pour ceux qui auraient l'outrecuidance de ne pas nous connaître. Bon, je dirige Territoire et Marketing, qui est une société que j'ai créée il y a plus de 20 ans, 22 ans exactement. Nous sommes un institut de marché et de géomarketing, spécialiste de la franchise et du retail. On est une trentaine de personnes chez nous. On réalise quelques milliers de dossiers de toute nature tous les ans et on travaille pour 350 entreprises, enseignes et marques toutes les années de manière régulière. Et sur un plan d'actualité, l'entreprise que j'ai créée, donc il y a maintenant 22 ans, je l'ai cédée à un groupe qui s'appelle Cyril Group, qui est une société française, une société éditrice de logiciels spécialisée d'abord en logiciels de ressources humaines et de paye pour les collectivités locales et territoriales, et puis qui a en son sein, et ça explique mon rapprochement avec eux, un éditeur de logiciels qui s'appelle Business Géographique, de logiciels de systèmes d'information géographique, donc de logiciels qui permettent de faire du géomarketing, et un data hébergeur. C'est une société de Villeurbanne, 400 personnes, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, française, qui appartient à un groupe familial enfin, à la même famille depuis 40 ans, et ça nous permet de passer encore un cap chez Territoire et Marketing et d'être encore plus présent sur le monde de la distribution. Je sais qu'ils sont présents dans les participants au webinar, donc je les salue tout particulièrement. Si tu passes au slide qui suit, bon voilà, pareil, on était sur le Hall of Fame, hein, je vous ai prévenu. Je crois que ça s'arrête là en ce qui me concerne. Territoire et Marketing travaille pour tous les secteurs d'activité. On a la chance, dans un même secteur, de travailler souvent pour les mêmes acteurs. On travaille pour des réseaux qui se lancent, c'est-à-dire un jeune créateur qui vient d'avoir un concept, qui se rend compte de son succès et qui est pressé de le dupliquer et qui choisit, entre autres, le modèle de la franchise ou des autres formes de partenariat pour le dupliquer. Donc, on travaille avec des gens qui ont 1, 2 ou 3 unités,
comme certaines entreprises. Vous verrez la Française des Jeux, vous verrez la SNCF, vous verrez la Poste, vous verrez Carmila, vous verrez McDonald's, enfin Gosport, voilà, je les cite parce que je les vois là devant les yeux, je n'ai pas de préférence particulière, je les aime tous et j'espère que c'est réciproque. Donc on travaille avec des gens qui ont, même dans certains cas, plus de 20, plus de 30 000 unités. Donc ça nous donne une connaissance de toutes les situations possibles, des situations de marché et puis une certaine maîtrise du territoire alliée à nos 22 années d'expertise. Alors, pour ce qui me concerne, donc, mon nom est Jean-Baptiste Gouache, je suis avocat. J'ai créé un cabinet éponyme qui accompagne exclusivement des enseignes, des têtes de réseau. On a accompagné depuis maintenant 14 ans 400 enseignes et on est très actif sur les créations de réseaux puisqu'on accompagne pratiquement 40 réseaux en création chaque année. L'équipe est une équipe, comme vous le voyez, avec pas mal de têtes chenues, en tout cas des gens qui vieillissent. Donc on est une équipe expérimentée, ce qui nous permet dans la plupart des classements de truster les bonnes places. On est extrêmement investi à l'université et auprès des éditeurs juridiques. Je suis l'auteur, par exemple, au Juris Classeur chez LexisNexis de plusieurs fascicules sur les contrats de franchise. Et les éditions législatives m'ont confié cette année la charge de rédiger le nouveau fascicule du dictionnaire permanent sur les contrats de franchise. Le cabinet intervient à chaque étape des opérations de distribution, depuis la relation industrie-commerce, c'est-à-dire l'approvisionnement, l'organisation des réseaux, la défense des réseaux contre la concurrence, jusqu'à la publicité et la promotion des ventes, pour qui nous avons un nouvel associé qui s'appelle Guillaume Gouachon, que nous avons accueilli de manière un peu particulière pendant la période du confinement et qui donc va être chargé en particulier des relations des réseaux avec les consommateurs. On a un certain nombre de solutions numériques. On en a lancé, on en a présenté à pas mal d'entre vous pendant le confinement, puisqu'il y a eu des actions, des produits numériques coronavirus, notamment en matière de baux commerciaux, qui ont été portés par mon associé Stéphane Ingold, qui se charge de cette pratique. Ce qui nous intéresse là ici, c'est aussi le DIP électronique, c'est-à-dire la signature électronique qu'un certain nombre d'entre vous ont adopté. J'en profite pour dire un mot. Le cabinet développe actuellement une solution de mise en état des contrats via un logiciel qu'il fait développer et qui vont très prochainement permettre aux développeurs de réseau d'avoir des chemins de négociation avec leurs candidats et de sélectionner les solutions retenues dans la négo pour rédiger les contrats et les mettre en état. Alors, entrons dans le vif du sujet. L'information précontractuelle, c'est en effet un sujet dont nous constatons qu'il est récurrent dans les contentieux en matière de franchise. Je pense que Laurent va en premier lieu vous faire un rappel sur la problématique de l'information précontractuelle, les bases, avant de voir comment l'actualité que nous vivons aujourd'hui, qui est une actualité qui produit un choc massif sur l'économie dans tous les secteurs d'activité, risque d'impacter l'information précontractuelle. Merci Jean-Baptiste. Alors, effectivement, je vous évoquais ça en début de webinaire. Le sujet de l'information précontractuelle, c'est un sujet battu et rebattu en matière de contrat de partenariat, particulièrement, enfin, qu'on appelle souvent ou qu'on réduit souvent à la notion de contrat de franchise. Je sais que dans l'assistance, on a beaucoup de gens expérimentés et donc pour qui cette partie peut paraître un peu fastidieuse. Quand on a tiré au sort, j'ai perdu et c'est Jean-Baptiste qui m'a laissé cette partie un peu ingrate, d'autant plus que je vais parler sous son contrôle, donc imaginez la pression que je peux avoir. Mais voilà, l'idée était de se dire, refaisons quand même un point sur ce qu'est l'information précontractuelle, reprécisons quelques éléments. Si bien évidemment vous voulez aller plus loin dans la technique ou dans le détail, ben, soit vous nous posez des questions, soit vous traiterez ça directement avec Jean-Baptiste. Mais je vais être responsable de faire un petit rappel sur ce qu'est un DIP, ce qu'est un état local, ce qu'est un état général de marché. Je vais essayer d'être le plus rapide possible, sauf si des questions intéressantes viennent pendant que je fais cette partie-là. Ensuite, toute la partie qu'on a avec Jean-Baptiste est une partie de discussion où l'idée
et qui est une idée qui m'est chère, et que le géomarketing, enfin que le droit, qu'on mette un peu de géomarketing dans son droit et que je mette un peu de droit dans mon géomarketing. Donc on va avoir un débat entre un expert juridique qui est Jean-Baptiste et moi qui suis plutôt un utilisateur de cet univers, ou en tout cas un expert de la franchise. Alors, donc je vais essayer d'aller vite, comme je vous le disais. Merci Jean-Baptiste, tu peux passer. Que contient un DIP? D'abord, quand on parle de contrat de partenariat, comme vous le savez tous, on a cette fameuse loi Doubin, dont quand vous recevrez le PowerPoint et la vidéo après le webinaire, vous pourrez retrouver quelques éléments ici, puis vous en demanderez tous les détails, encore une fois, à Jean-Baptiste, qui est l'article L330 du Code de commerce, et qu'il est intéressant de rappeler qu'elle a été complétée ou renforcée par un article du Code civil, donc un article encore plus fort que celui du Code de commerce, qui est l'article 1112-1. Jean-Baptiste peut dire quelque chose maintenant, mais je pense qu'on reviendra dessus plus tard. Je voulais rappeler que, parce que c'est souvent une question qui revient, quelle que soit la taille du réseau que j'ai en face de moi, on me demande souvent dans quel cas on doit faire un DIP, puis aussi qu'est-ce qu'il contient. Alors, on doit fournir un DIP dans 2 cas. Enfin, il faut que deux conditions soient réunies. Si une personne physique ou morale fournit à une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, et donc l'usage de cette marque ou de cette enseigne. Et deuxième critère, si elle exige un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de l'activité. Et dans cette notion d'exclusivité, il est question de toute forme d'exclusivité, et pas uniquement, comme souvent on me le demande, d'exclusivité territoriale. L'approvisionnement, par exemple, s'il y a une forme d'exclusivité inscrite dans le contrat, est un engagement d'exclusivité. Donc, son contenu, c'est ça qui est assez agréable dans le DIP, c'est qu'on n'a pas à se poser beaucoup de questions. Le DIP est fixé, le contenu du DIP est fixé par décret. Ce décret, c'est l'article R330-3 du Code de commerce qui stipule ligne à ligne ce qu'il doit à minima contenir. J'insiste sur le à minima, c'est-à-dire qu'on peut faire plus que ce que la loi propose. Et puis, je vois quelques questions passer, donc j'en souris. Et deuxièmement, il faut aussi retenir, c'est un sujet important, que même si c'est quelque chose aussi de maintenant d'assez compris, que ce n'est pas le document qui est précontractuel, c'est toute la phase avant signature du contrat de partenariat ou d'un contrat d'exclusivité territoriale, par exemple, ou de réservation de zone. C'est toute la phase qui est précontractuelle. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'un côté le contenu du DIP, qui devrait respecter la loi, et de l'autre côté, ce qu'on ferait en dehors du DIP, qui serait un peu plus libre de droit. Voilà. Et puis ce fameux délai qui est important de respecter, qui est un délai de 20 jours. Bon, voilà. Tu peux passer, Jean-Baptiste, et puis je vais essayer d'être un peu plus rapide. Voilà. Le contenu du DIP, vous avez là les éléments principaux, ils ne sont pas exhaustifs, le décret est un peu plus précis, mais en tout cas, j'ai repris ligne à ligne, sous le contrôle de Jean-Baptiste, les éléments importants à retenir, qui sont des choses, somme toute, assez basiques, hein, l'adresse du siège, la nature des activités de l'entreprise, le dépôt des marques, leur numéro d'immatriculation au RCS ou au registre des métiers, les domiciliations bancaires, la date de création avec la chronologie du réseau. Bien évidemment, ce qui nous concerne, et c'est ça qui est intéressant, c'est les perspectives, la fourniture d'un état général et local de marché, des produits et services faisant l'objet du contrat, et les perspectives de développement. Et c'est ça qui nous a fait réagir avec Jean-Baptiste, qui est de dire, mais en fait, la loi Doubin, ce qu'on a tendance un peu à oublier, demande qu'on exprime des perspectives de développement, et on s'est posé 2 questions fondamentales. Est-ce que la période qu'on vit a-t-elle été prévue et fallait-il la prévoir? Et deuxièmement, maintenant qu'on vit cette période unique en son genre dans notre histoire, quel impact ça a tout de suite et quel impact ça va avoir dans les années à venir? Bon, pour les autres pièces, je vous laisserai les lire et tu peux passer, Jean-Baptiste, s'il te plaît. Bien sûr. Voilà. C'est un acteur fantastique. Pareil, c'est encore un rappel, tout le monde le sait, mais pourtant, quand j'en discute, j'ai l'impression que tout n'est pas encore très clair. Il y a deux notions à bien séparer dans la tête enfin, pour un franchiseur comme pour un franchisé d'ailleurs. C'est l'étude de marché. Alors, pour simplifier le propos, moi j'appelle ça l'étude de marché avec prévision de chiffre d'affaires
à vitesse de croisière, l'étude de marché d'implantation avec prévision de chiffre d'affaires à vitesse de croisière, comme ça il n'y a plus d'ambiguïté possible, l'état local de marché, qui est donc un sujet de l'ordre de l'information précontractuelle, donc de l'obligation légale faite au franchiseur d'informer le candidat quand l'étude de marché est un besoin impératif du candidat franchisé à se renseigner. On peut le traduire aussi de la manière suivante. C'est le franchiseur qui fournit l'état local et qui le paye, qu'il fait faire chez lui ou qu'il fait faire à l'extérieur. C'est le franchisé qui fait ou qui fait faire l'étude de marché à l'extérieur par une société spécialisée. Voilà, alors peut-être deux précisions. L'état, c'est la fourniture de données brutes, c'est-à-dire que c'est une photographie objective d'une situation qui comporte des données relatives à la demande d'une part et à l'offre d'autre part. L'étude, c'est la confrontation de ces données pour en tirer une conclusion sur l'opportunité d'investir, sur la place qu'aura l'entreprise que l'on se propose de créer sur un marché. C'est donc une analyse qui est subjective. Et deuxième observation, le candidat franchisé a un devoir de se renseigner. C'est un commerçant, donc même s'il mérite une certaine protection et qu'il est créancier d'une obligation d'information précontractuelle réglementée, il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité de professionnel, il a l'obligation de se renseigner. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence a toujours confirmé qu'il ne revenait au franchiseur ou à la tête de réseau que de fournir un état de marché et pas une étude, et que cette étude incombait aux franchisés. Absolument. Bon, donc, un état local de marché, alors je ne défilerai pas toutes les pages d'un état local parce que c'est un document qui, à force de le faire depuis une vingtaine d'années, c'est un document qui peut paraître un peu rébarbatif ou un peu simpliste. Il ne l'est pas tant que ça, en fait. Il ne l'est pas tant que ça parce qu'il y a pas mal de techniques cachées finalement à l'intérieur de ce document. Parce que même si maintenant la jurisprudence est assez stable sur ce qu'il doit contenir et ce qu'il ne doit pas contenir, il y a quand même à l'intérieur de ce document des données qui, chaque fois que je vois passer un jugement, en tout cas, sont commentées. C'est peut-être pas la raison principale d'un jugement à défaut du franchiseur, mais elles sont en permanence commentées comme étant un élément supplémentaire qui a agacé le juge, je ne sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, qui a été porté à charge du franchiseur comme étant fait de manière un peu légère. Donc, on va reprendre quelques bases, si vous m'y autorisez. D'abord, il est commandé ou réalisé par le franchiseur, entre guillemets, pour le candidat. Il est daté, c'est important. Je pense qu'il faut que le lieu d'implantation soit précisé, donc idéalement d'avoir l'adresse du futur local, ne serait-ce que si autour de cette adresse, on prévoit de définir une zone de chalandise ou une zone d'exercice de l'activité, parce que c'est d'ailleurs ce terme de zone d'exercice de l'activité est un des points de la loi, et puis bien évidemment de quel secteur d'activité il s'agit. Dans nos états locaux, vous verrez 2-3 pages, je vais le faire aussi rapidement, on a un souci important sur la méthodologie, les sources et les données. Il faut éviter les états locaux boîte noire qui sont beaux et puis qui vous donnent l'impression que c'est un état local. Ça a le goût d'un état local, mais ce n'est pas un état local parce que le jour où vous êtes un peu secoué, à commencer par secoué par le candidat qui se pose des questions, vous vous rendez compte que vous ne savez pas très bien d'où viennent les données, vous ne savez pas très bien si elles sont récentes, vous ne savez pas très bien comment elles ont été extraites, donc du coup, vous vous retrouvez un peu léger devant le candidat. Et si vous êtes léger devant le candidat, vous serez d'autant plus léger dans des situations plus périlleuses. Donc la notion de situation géographique d'implantation est importante parce qu'il en découle une adresse ou une localisation. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir l'adresse quand on fait un état local, mais idéalement une zone d'implantation, un secteur, et bien évidemment son étendue. Et son étendue est importante puisque c'est ça qui va permettre d'apprécier en volume pour le candidat qui va peut-être s'en servir d'abord comme un début d'étude de marché. Ça va lui permettre d'apprécier en volume s'il y a suffisamment de clients potentiels et, je vais dire en souriant, suffisamment peu de concurrents pour que son appréciation du marché soit favorable. Ce point numéro 3, la Sociodémo 2016 et le Sirène 2020, c'est un point essentiel. J'ai encore vu passer un jugement récent où était pointé du doigt l'ancienneté des données. Donc je vais le dire et le redire et le re-redire pour la je ne sais combienième fois. Nous sommes en 2020. Il n'existe pas, au sens légal du terme,
de données de population de 2020. C'est l'INSEE qui indique quelles sont les données légales de population. Et aujourd'hui, au 9 janvier 2020, la donnée légale a été publiée en novembre 2019 et c'est la donnée légale de 2016, dite de 2020 parce qu'utilisée en 2020. Donc ça veut dire que tous les sujets, tous les procès, j'en ai encore vu un, je vous dis, il n'y a pas longtemps, où je vois écrit que un des éléments à charge était que l'État local contenait des données qui avaient 4 ou 5 ans antérieures à la date de réalisation de l'État local. Je n'ai pas eu le document devant les yeux, mais si on est dans le cas que je vous évoque, si on lit 2016 comme étant de la donnée de 2016 et croyant qu'il existe de la 2017, 18, 19, 20, on se trompe. Le fichier Sirène, c'est le fichier des entreprises, c'est plus simple, il est mis à jour tous les jours maintenant, pas complètement, mais par partie, donc il est dit de 2020. J'insiste sur ce point de date sur la socio-démo 2016, parce que je m'agace encore d'avoir même des combats commerciaux avec des concurrents qui disent « nous, on a la donnée de 2020 ». Ensuite, la comparaison. Alors, point important, l'État local demande une évaluation en perspective de développement. Nous, on le traite de différentes manières, la perspective de développement. Ce que j'ai fait depuis le début, c'est demander à ce que dans nos États locaux, on ait la zone d'implantation et à côté des zones de référence, qui sont des zones où des unités normales du réseau sont implantées, dans des zones de même ville, de même taille, de même dynamique. Et c'est ça qui permet d'avoir une perspective de développement, c'est-à-dire que le franchisé va pouvoir se comparer à une ou deux unités existantes. Alors, tous les avocats ne sont pas d'accord avec ça, tous les franchiseurs ne sont pas d'accord avec ça, donc on adapte nos états locaux aux demandes, mais ce raisonnement permet d'avoir une comparaison chiffrée et d'éviter la comparaison rédigée sur laquelle on est beaucoup plus pris à partie, parce qu'il est difficile de s'exprimer en perspective sans être soit positif, ce qui peut nous être reproché, soit négatif, ce qui va freiner le candidat. Donc, on préfère que ces perspectives soient exprimées de cette manière-là. Dans un État local, il y a des data métiers spécifiques. On nous demande parfois d'identifier, en plus de la partie, on va dire, obligatoire légale, des prescripteurs, des données de marché, voire de taille de marché, parce qu'on utilise des données de dépenses de consommation. Donc, bon, ça, on le travaille. Moi, je suis un peu hésitant là-dessus. Des données de flux mobile aussi, de présence de téléphonie mobile sur des zones. Je suis un peu gêné parce que c'est des données qui prêtent beaucoup à caution et qui peuvent être pas mal challengées dans des cas de tension ou d'assignation. Concurrence nationale et locale, directe et indirecte, soyons le plus large possible. Et puis, bien évidemment, d'exprimer si les perspectives sont plutôt favorables ou plutôt défavorables à l'implantation d'une unité, sans pour autant rentrer dans la logique de la recommandation et de la subjectivité d'une étude de marché. Alors, peut-être deux tout petits mots, Laurent. Le contenu d'un ELM, il est précisé par la jurisprudence parce que la loi Doubin, vous l'avez vu tout à l'heure, on vous a rappelé le texte de l'article L330-3, vise l'état de marché sans le définir. Donc, ce qu'est un état de marché a été précisé par la jurisprudence. Laurent, dans son approche, là, fait montre de la prudence qui est requise pour assurer, grâce aux états locaux de marché, la sécurité juridique de l'enseigne. Par exemple, quand il dit la concurrence nationale directe ou indirecte, en fait, la jurisprudence exige que l'on cite la concurrence directe. Mais si l'intensité concurrentielle est supérieure parce qu'il y a des concurrents indirects, ça peut être source d'une tromperie du candidat. Et c'est là que je voulais en venir pour faire cette précision maintenant. On n'a pas parlé de la sanction. La sanction qu'avait prévue le législateur pour la violation de l'obligation d'information précontractuelle, c'est une contravention de 5e classe. Alors, c'est quelques milliers d'euros. Évidemment, cela n'est pas très opérationnel. Donc, les conseils de franchisés, très rapidement, sont mis en tête de trouver une sanction plus efficiente. Donc, ils ont saisi les tribunaux de commerce de demande de nullité des contrats d'enseigne fondés sur le droit commun. C'est pour ça que tout à l'heure, Laurent vous a rappelé l'article du Code civil qui oblige celui qui détient une information à la révéler à l'autre, puisque le consentement à un contrat doit être donné d'une manière éclairée. Et d'ailleurs, la loi Doubin rappelait cette exigence de fournir des informations sincères qui permettent aux candidats à l'enseigne de s'engager en connaissance de cause. Et donc, le contenu de l'ELM et du DIP de manière plus générale doit permettre aux candidats de s'engager en connaissance de cause au vu d'informations sincères. Et là, les questions
qui ont été posées sur la date limite de consommation d'un état de marché. Est-ce qu'un DIP et un état de marché peuvent connaître une péremption? Eh bien, la réponse est évidemment positive à partir du moment où les données qui y sont contenues ne sont plus exactes. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus sincères parce qu'elles sont datées. Depuis, la situation factuelle a évolué. Et donc, la situation factuelle qui était présentée n'est plus ce qu'elle est. Donc, en réalité, il n'y a pas de date de péremption impérative. Laurent dit, est-ce qu'un ELM fait en 2019 peut être utilisé comme partie d'un DIP de 2020? Alors oui, de manière raisonnable, surtout si les données concernées, comme la concurrence, n'ont pas fondamentalement changé. C'est ça qui est important, n'ont pas fondamentalement changé. Sinon, si elles ont fondamentalement changé, ça signifie qu'elles ne sont plus sincères. Donc c'est ce qu'il faut avoir en tête, la sincérité, pour éviter ce que l'on appelle le vice du consentement. En un mot, la sanction du vice du consentement, c'est la nullité du contrat. La nullité du contrat, c'est son anéantissement rétroactif. C'est-à-dire que le juge fait comme s'il n'avait jamais existé pour remettre le distributeur sous l'enseigne dans la situation où il se trouvait avant d'avoir contracté avec l'enseigne. Voilà. Donc, évidemment, les conséquences financières d'une nullité sont des conséquences significatives. En raison pour laquelle il convient d'être vigilant sur la sincérité des informations délivrées. Bon, je ne vais pas commenter ces pages, elles étaient plutôt pour des raisons esthétiques, mais elles montraient bien ce que j'évoquais au départ, qui était le contenu des méthodologies. Là, vous avez tout le détail, un peu quelques explications sur ce qu'on a évoqué. Ça n'empêche pas la communication avec le candidat qui aura du mal à plonger dans l'état local, à y comprendre quelque chose, justement parce que c'est très faiblement commenté. Donc, en fait, il va voir des cartes et des tableaux plus ou moins belles, plus ou moins beaux, et avoir besoin qu'on l'accompagne. Donc, nous, on aide nos clients, c'est-à-dire les franchiseurs, les têtes de réseau, à lire un DIP, à lire un état local, pardon, et à savoir le présenter au candidat, d'autant que ça introduit très logiquement par finalement la faiblesse ou la pauvreté en termes de recommandation de l'état local, ça introduit très logiquement le fait de, pour aller plus loin, pour vraiment savoir si votre projet est viable, faites votre étude de marché. Alors, je voulais aussi revenir sur un point. Il y a eu ces dernières années une recrudescence de sociétés qui, à l'instar de la mienne, proposent des états locaux de marché. Et qui plus est, il y a déjà eu une grande tendance à une époque de ce qu'on appelle les états locaux de marché automatisés. C'est-à-dire, vous êtes vous-même, vous êtes porté acquéreur d'une solution dite de géomarketing. Vous inscrivez vous-même sur votre site web ou sur votre logiciel l'adresse du local. Vous cliquez sur un ou deux boutons et automatiquement, ça vous sort un état local de belles factures, assez jolies, pour des tarifs qui sont de plus en plus dégressifs et de moins en moins chers. J'ai même vu un ou deux prestataires proposer des états locaux de marché gratuits. Sans aller jusque-là, puisque ce qui est gratuit n'a pas de valeur, n'a pas de prix. C'est un sujet, puisque qui dit automatisé dit base de données statique, ou en tout cas pas fait à façon, pas fait au moment de la commande. Chez Territoire et Marketing, on est capable de faire les deux. On a un outil automatique et bien évidemment, depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, on les fait, comme on dit chez nous, à la main, c'est-à-dire que vous nous passez commande aujourd'hui et dans quelques heures ou dans quelques jours, à la date convenue, on vous sort votre état local avec les données INSEE. Bon, elles varient tous les ans, donc c'est peu important. Les données sirènes, elles, qui varient tous les jours. Et puis, d'autres recherches de concurrence qu'on fait spécifiquement en étendant dans les moteurs de recherche autant qu'on peut. Voilà. Pour vous donner un exemple, la restauration était plutôt fermée, je dis ça en souriant, pendant la période de confinement. Donc, on a dû aller chercher, quand on faisait nos études de marché des états locaux de marché sur la restauration, on a dû aller chercher quels restaurants étaient ouverts et quels restaurants étaient fermés au moment du confinement. Donc, on a produit des états locaux dans lesquels on avait à la fois la concurrence théorique, normalement active, dont on ne savait pas si au mois de juin elle serait encore en état, et deuxièmement, la concurrence active au moment du confinement, en le précisant bien.
Deuxième grande tendance, donc je parlais, ça c'est les états locaux automatisés sur lesquels je dis prudence et vérifiez bien que votre prestataire remet les données à jour parce que sinon vous allez vous retrouver sur les déconvenus que j'ai évoqués tout à l'heure. La première donnée qui a souffert du confinement, c'est cette donnée toute récente, assez excitante, très discutable, sur les données des mobiles, des téléphones et des antennes GPS. Parce que forcément, ces données-là sont liées à un trafic dont on vous dit qu'il est réel, qu'il est instantané quand on vous fournit la base ou quand vous éditez l'état local. J'en souris, donc traduisez mon sourire. Mais qui plus est, quand on est en période de confinement, ben, en fait, l'encéphalogramme est à zéro. Donc, ça veut dire que vous allez sortir un état local, soit avec des données qui ne sont plus réelles pendant 3 mois, dont on ne sait pas si dans 3 mois, on va retrouver la même volumétrie, c'est-à-dire à partir de maintenant, ou alors, si elles sont réelles à l'instant T, vous devriez être à peu près à zéro. De la même manière, les données des flux routiers vont être impactées. La fréquentation piétonne dans les rues, les centres co, les retail parks, le travel retail, tout ça, ça a été impacté et c'est encore impacté. Donc les États locaux qui sortent avec ces données-là, prudence, parce qu'on ne sait pas si on va retrouver le niveau d'activité d'avant. Les chiffres d'affaires annuels qui sont... Alors, on est dans du rétroviseur, c'est beaucoup moins gênant. Dire que le chiffre d'affaires de 2019 était X ou Y, on ne ment pas, voilà. Mais si la présentation est trop positive et qu'on ne met même pas un message d'information pour les États locaux dans lesquels il y a des chiffres d'affaires, attention à l'inconnu de 2020, qui est forcément renforcé par la période. Voilà, on ne prend pas un énorme risque, mais on est peut-être sur une espèce de limite. En revanche, ce qui a beaucoup changé, dans la concurrence, par exemple, c'est les formes de distribution. Un prestataire qui ne livrait pas se met à livrer. Donc, c'est important de le repérer, c'est important de l'évoquer. En tout cas, c'est important de le mentionner quelque part dans le DIP, soit dans le DIP en général, soit dans l'état général de marché, soit dans l'état local. De la même manière, quand vous avez des cartes de zone avec des pôles commerciaux et des mètres carrés de pôles commerciaux, ces pôles commerciaux existent toujours, mais s'ils sont fermés ou si tous les acteurs n'ont pas réouvert, leur poids en mètre carré n'a pas bougé, mais leur volumétrie en fréquentation en millions de visiteurs, elle a été impactée. Évidemment, les horaires, les dates, les durées d'ouverture ont changé. De la même manière, fréquentation de pôles loisirs et culture. Les magasins encore ouverts, je l'ai évoqué tout à l'heure en vous disant que, par exemple, dans la restauration, on regardait sur les plateformes, les agrégateurs qui étaient ouverts, pas ouverts et qui livraient. Et puis, point important, on va avoir des bases de données, et je reviens sur cette logique d'états locaux automatisés, c'est-à-dire avec des bases un peu figées. La concurrence, si vous êtes un peu promené dans les rues, vous avez dû vous rendre compte que tous les magasins n'avaient pas réouvert. Vous vous êtes rendu compte tout simplement que vos commerçants un peu âgés, un peu fatigués, pour eux, ça a été le dernier coup de grâce et ils se sont dit, bon, bah, il est temps de partir au vert, donc ne réouvriront pas. Ce qui veut dire qu'on risque de produire des États locaux avec peut-être un surcroît de concurrence. Alors, je ne dis pas qu'on n'est pas protégé, mais en tout cas avec une situation qui est loin de la réalité. Donc, les États locaux, ainsi que l'État général d'ailleurs, est impacté sur l'aspect de la concurrence. Il y a une question sur le... Je ne sais pas si la question de Sarah, tu peux y répondre maintenant ou on revient plus tard dessus. Ouais, alors pour les DIP préparés pendant le confinement, doivent-ils prendre en compte obligatoirement la concurrence fermée, ouverte du fait du confinement ou une cartographie de la concurrence existante comme habituellement suffit? Alors, bon, il y a a priori une cartographie de la concurrence existante suffit. La fermeture des établissements a résulté de contraintes administratives. C'était fermé en application de 2 arrêtés des 14 et 15 mars dernier du ministre de la Santé qui prescrivaient la fermeture d'établissements recevant du public qui ont été jugés non indispensables à la vie de la nation. Donc ces données sont des données temporaires qui ne doivent pas, en principe, influer durablement sur la structure du marché. Bon, qui plus est, s'il existe moins de concurrents après parce que certains n'ont pas réouvert, eh bien c'est plutôt positif, c'est-à-dire que ça n'est pas susceptible de déterminer le consentement du candidat, puisqu'il subira une intensité concurrentielle moindre en cas de disparition de concurrents. Je pense donc qu'on peut, a priori, se contenter dans un état de marché de mentionner les concurrents suivant les sources habituelles que Laurent connaît mieux que moi pour les identifier.
Alors, je vais préciser quelque chose. Je suis d'accord pour la volumétrie de la concurrence. Je l'ai même évoqué tout à l'heure dans ma présentation. Et je pense qu'il y a un bonus, puisque on va pour l'instant partir du principe que la concurrence n'est pas encore rétablie dans son activité pleine, soit parce qu'elle a décidé elle-même de ne pas réouvrir. J'évoquais l'exemple de quelques entrepreneurs qui ne vont pas réouvrir, soit parce que, elle est limitée, comme c'est le cas par exemple de la restauration dans les zones oranges et même dans les zones vertes, d'une certaine manière, sur sa capacité d'accueil. Donc, on va dire qu'en termes de concurrence, il y a un certain bonus. En revanche, la forme de la concurrence, elle a peut-être considérablement changé. Alors, un état local, c'est un document relativement simple quand même. Donc, l'état local lui-même, on pourrait ne pas lui demander de contenir le fait que tel prestataire, tel concurrent qui ne faisait pas de livraison se met à faire de la livraison. Mais je pense que si dans un DIP, on omet absolument la modification des formes de distribution, si on n'en parle pas, si on fait comme si tout était à l'identique, là, je pense qu'on commet une erreur. Donc, je suis assez d'accord pour dire les cartes de concurrence et la concurrence d'il y a 3 mois, on aurait du mal à nous en faire le reproche. En revanche, dans quelques mois, on pourra plus se tromper sur qui est ouvert, qui est fermé. Mais si dans le DIP, on n'évoque pas que les formes de distribution ont changé ou peuvent changer, voilà, parce qu'il y a plein de restaurateurs qui ne livraient pas, qui se sont tous mis à la restauration, par exemple, hein, mais d'autres activités encore plus. On va y venir. Ça, je pense que là, on est typiquement dans les perspectives d'évolution du marché. C'est-à-dire, est-ce que des circuits de distribution, vente à distance, vente livrée, etc., vont se modifier, hein. Donc là, en effet, ce sont les perspectives d'évolution dont certaines peuvent être lisibles, enfin, au moins dans le court terme. Est-ce que tu as une page juste avant celle-là? Oui, absolument, sur l'organisation et la structure d'un EGM. Voilà, donc je ne vais pas la commenter ligne à ligne, vous aurez le document et puis encore une fois, on s'appelle pour qu'on en discute un peu plus clairement, mais en gros, on est dans un document qui est très rédigé avec des histos. Autant dans l'état local, on a plein de cartographies avec des tableaux, autant dans l'état général, on a beaucoup, beaucoup de textes. On est dans un document de type recherche documentaire et très rédactionnel avec des histogrammes, des courbes, pour expliquer les tendances, puisque l'enjeu d'un état général de marché, il est d'abord d'expliquer ce qu'est la nature du marché dans lequel le franchisé, le candidat, va rentrer. On part du principe que quelqu'un qui veut devenir restaurateur, vendeur de prêt-à-porter, coiffeur, ne connaît pas l'univers marché dans lequel il va aller. Donc, on va lui expliquer des choses finalement peut-être basiques, mais très générales au niveau national. Alors, dans nos raisonnements, j'ai vu des questions sur l'international, on pourra préciser plus tard, mais là, je suis dans un raisonnement très métropolitain pour l'instant, donc état local français métropolitain et état général français métropolitain. On pourra d'ailleurs parler aussi des zones d'outre-mer, comment on les traite sur le point de vue de l'information précontractuelle. Est-ce qu'un EGM France métropolitaine colle pour une implantation à la Guadeloupe ou à la Martinique, par exemple? Donc, vous devez parler du secteur, vous devez décrire ce qui s'est passé dans les dernières années, vous devez décrire ce qui se passe en ce moment dans ce secteur, et vous êtes obligé, ça c'est absolument pour moi incontournable dans un état général de marché, de vous exprimer sur est-ce que les tendances, est-ce que les perspectives de développement semblent, au vu de ce qui a été évoqué avant, plutôt favorables, ou en tout cas dans quel sens vont les perspectives de développement. Et s'il y a des points d'alerte, ça a été le cas de sujets comme la cigarette électronique, ça a été le cas des sujets autour de l'esthétique, sur la lumière pulsée par exemple, sur les salons de bronzage. Enfin, dès qu'il y a des possibilités de réglementation ou déréglementation, cette éventualité doit aussi être évoquée. Nous, on a pris le parti pris dès le début du confinement de rappeler tous nos clients en leur disant qu'il y avait une nécessité de mise à jour de l'état local, de l'état général de marché, pendant la période de confinement. Et on leur a proposé deux choses qui vont plutôt ensemble, hein, et les clients ont plutôt choisi les deux, qui étaient de dire à la fois on doit rédiger à l'intérieur du document les évolutions actuelles, qu'est-ce qui se passe en ce moment, parce qu'on partait du principe qu'un DIP délivré pendant la période d'urgence sanitaire ne pouvait pas ne pas évoquer cette période d'urgence sanitaire, même si elle est connue de tous, on ne peut pas l'omettre à l'intérieur d'un état général de marché. Donc spécifiquement, on a travaillé les concurrents qui allaient bien, ceux qui annonçaient les dépôts de bilan, on suivait l'actualité, on évoquait ce que l'actualité indiquait sur le tel et tel segment, on allait
voir les réseaux qui étaient ouverts, ceux qui étaient fermés. Et on a aussi ajouté dans nos états généraux une annexe Covid-19, une annexe générale, qui est un point de contexte général sur l'économie, sur les tendances de consommation. Et cette annexe, on l'a fait évoluer régulièrement là dans les semaines qui viennent, à peu près au gré des annonces, secteur après secteur. Voilà, ce matin, j'ouvrais LSA et j'ai découvert que le marché du jouet venait de récupérer pas loin de 50% en 3 semaines des pertes qu'il avait eues dans les 3 derniers mois. Donc on va en tenir compte, sans présager qu'il va tout récupérer dans les 3 semaines qui suivent, mais on est obligé de tenir compte de ces effets d'annonce pour, ne serait-ce que par respect pour ce qu'est la relation franchiseur-franchisé, coller au plus près de l'actualité. Je pense qu'on peut passer, Jean-Baptiste, à moins que... Voilà. Oui, alors pardon, j'ai une question d'un monsieur qui demande si est-ce qu'on parle avec le franchiseur pendant qu'on rédige l'EGM pour orienter notre conviction. Alors en fait, je subodore derrière la notion d'orienter la conviction peut-être d'autres questions qui auraient pu être formulées de manière un peu plus dure, je vais dire, un peu plus directe. Nous sommes un prestataire de services, nous ainsi que les sociétés confrères, concurrentes qui produisent des états généraux de marché. On le rédige pas sous contrainte. Nous rédigeons l'état général de marché et c'est pour ça que je suis membre du collège des experts de la Fédération française de la franchise et c'est pour ça que je me fâche avec certains de mes clients parce que je leur dis, je suis têtu, vous commencez à me découvrir là depuis 40 minutes de discussion. Je leur dis, voilà, un état général, ça sert à ça fonctionne comme ça ne peut pas faire ça ne peut faire que ça. J'en fixe les limites, j'en fixe les contours. Bien évidemment, je ne suis pas responsable du contenu du DIP, je ne suis pas responsable des modifications qu'un franchiseur met à l'intérieur d'un état général. C'est-à-dire qu'on lui fournit un document et il peut déjà le modifier s'il le souhaite, mais même autour de ce document, sans que je ne le sache jamais, il peut rajouter des notes de conjoncture qui viendraient complètement modifier ce que vous appelez être notre conviction à l'intérieur de l'état général de marché. Maintenant, après avoir fait le tour un peu du marché, oui, nous parlons bien évidemment avec l'enseigne, oui, nous lui demandons de nous décrire, ne serait-ce que dans les marchés un peu nouveaux, un peu particuliers, les tendances, les comportements de consommation pour bien comprendre ce qu'est la tendance de son marché, mais en aucun cas on nous tient le stylo, et en aucun cas, si le marché est en train de sombrer, on va écrire que le marché est en pleine croissance et que tout va bien. La première raison, c'est ma réputation, ou plutôt même mon respect du métier que je fais. Et puis, d'une manière générale, c'est surtout le conseil apporté au client, parce qu'un client bâtit un réseau non plus sur le mensonge, comme ça a pu être le cas peut-être il y a très très longtemps, mais sur la sincérité. Et puis, les risques juridiques sont trop graves pour que, dans un état général, on nous demande d'orienter la conviction. Voilà. Donc non, voilà. Voilà. Tu peux passer, ce document-là, on le laissera après. Donc, Jean-Baptiste, tu vas prendre un peu plus le lead. On a quelques questions qui répondent d'ailleurs à certaines questions que j'ai vues passer là. Et ce qui va se passer, c'est un échange un peu entre le juridique et on va dire le marketing d'une manière générale, le marché. Donc, question. Les enseignes qui n'ont pas prévu l'éventualité de la survenance d'une telle crise dans le cadre de leur perspective de développement sont-elles à risque? C'est une question qui a été posée. Hein, donc, attends, je vais reprendre toutes les questions, puis on va les défiler après. Est-il nécessaire d'anticiper la survenance de telles crises maintenant que nous les connaissons, plus dans l'état local, plus dans l'état général ou dans le DIP? Ensuite, quelles informations doivent principalement être mentionnées concernant les impacts de la période sur l'économie? Faut-il en parler? Faut-il simplement citer l'existence du Covid? Faut-il en tirer des conclusions? Est-il possible d'en tirer des conclusions? Est-ce que la tête de réseau doit mentionner spécifiquement comment elle a financièrement et commercialement traversé les 2 périodes? Alors, c'est un sujet qui m'a importé parce que on s'est tous félicités, je pense quand même, de la gestion au moins économique par le gouvernement de la période, entre autres du PGE, du fait que ce soit un prêt garanti par l'État, même si là, on découvre un peu quelques articles sur les détournements qui peuvent en être faits pour maintenir des sociétés à flot. Mais ça a un effet, et vous l'avez tous compris maintenant, c'était un effet d'aubaine quand ça nous a été présenté. Simplement, c'est une dette et il va falloir la rembourser. Donc, est-ce qu'il faut mentionner que l'entreprise a souscrit à un PGE? Est-ce que d'une certaine manière, ça la fragilise ou est-ce que ça la renforce?
est-ce que ça mérite d'être traité dans le DIP? Et puis, comment le franchiseur, surtout, a réagi à cette période et comment il envisage les années à venir? Ça, peut-être, la livraison, par exemple, qui a été une activité temporaire, est-ce que le franchiseur va décider qu'elle est maintenant définitive? Sachant que le franchiseur doit quand même maîtriser son savoir-faire. Or, quand il a expérimenté juste 2-3 mois un système pour l'instant, qui ne lui plaisait pas, qu'il ne trouvait pas compatible avec son activité, est-ce qu'il est en mesure de le franchiser, ce nouveau savoir-faire, la livraison ou le click and collect, par exemple? Et puis, est-ce que la période actuelle peut influencer dans un sens ou dans l'autre les décisions selon la date à laquelle le contrat a été signé ou le DIP délivré? Effectivement, c'était une des questions posées, on reviendra peut-être dessus. Vas-y Jean-Baptiste, je te laisse un peu plus la parole. Très bien. Alors, la première question que tu posais, Laurent, est-ce que les enseignes devaient prévoir l'éventualité de la survenance de cette pandémie dans le cadre de leur perspective de développement ou des conséquences de cette pandémie? Et sont-elles à risque si elles ne l'ont pas fait? Alors, ma conviction est qu'il ne pourrait être reproché à un franchiseur d'avoir émis un état de marché, soit général, local, plutôt général, n'envisageant pas cette pandémie de Covid-19. La pandémie est en effet un fait imprévisible. Ce caractère lui a été reconnu de manière constante par la jurisprudence qui a eu à statuer sur la maladie comme cas de force majeure. Donc on peut considérer qu'il n'y a pas de risque de vice du consentement à ne pas avoir prévu la survenance de la pandémie de Covid-19. Excusez-moi. Alors, les risques sont-ils plus grands ou au contraire plus faibles en cas d'imprévision de chiffre d'affaires dans cette période? Alors en principe, les états de marché ne prévoient pas les chiffres d'affaires, hein, c'est très clair. Ce sont normalement les candidats franchisés qui effectuent leurs prévisions. Néanmoins, si le marché, après la réouverture des commerces et après la limitation à la liberté d'aller et venir de la clientèle, ne repart pas entièrement. Donc Laurent parlait d'un rattrapage du marché du jouet, mais bon, on voit que certains secteurs sont à la peine. Il y aura probablement des chiffres à donner, et vous le savez mieux que nous, vous qui êtes opérateur dans un secteur déterminé. Eh bien, ces marchés risquent de ne pas permettre de générer les mêmes chiffres d'affaires que ceux qui l'étaient avant que ne survienne cette pandémie et ces restrictions gouvernementales aux libertés de commercer et d'aller et venir. Alors, est-ce que le risque est plus grand ou au contraire plus faible? Bon, en premier lieu, il faut rappeler que les perspectives de développement du marché qui sont fournies dans un DIP ne sont jamais des promesses ni de chiffre d'affaires, ni de résultats. Ce sont seulement des données qui sont relatives à des opportunités ou des menaces qui peuvent raisonnablement être identifiées quant au développement du marché en cause. Donc, on ne vous demande pas de lire dans le mar de café, on vous demande simplement d'être capable d'indiquer que la situation actuelle liée à la pandémie, aux mesures gouvernementales, impose aux candidats de se questionner sur la poursuite de la tendance de marché. Puisqu'évidemment, la pandémie couplée à ces mesures a déjà généré et continuera probablement d'entraîner, au moins à court terme, des modifications dans les habitudes de consommation. Donc certaines sont tout à fait conjoncturelles, directement liées aux mesures qui ont été mises en place ou à leur levée. Par exemple, les services de livraison ont évidemment explosé pendant la période de confinement. On peut penser que c'est une tendance de long terme, mais rien ne permet de l'affirmer avec certitude. Donc il reviendrait à ce moment-là, dans un état de marché, de faire mention de cette tendance et de l'incertitude sur sa reproduction à terme. Cette crise est une crise qui pourrait avoir des conséquences beaucoup plus profondes et de long terme et déclencher des cycles de marché si jamais ces conséquences économiques s'étendaient de manière significative. Alors je vise notamment
la défaillance d'entreprise. Laurent a parlé de PGE, donc c'est une mesure dont on s'est réjoui, mais enfin, ça consiste quand même à faire financer de la trésorerie par des financements de long terme. Donc, si le marché ne repart pas, vous imaginez bien que ça va être très compliqué. Et si la situation de trésorerie des entreprises bénéficiaires était déjà tendue avant, ça risque pas de s'améliorer. Donc, ça veut dire qu'on va aller vers des restructurations dans un cadre judiciaire, des cadres de sauvegarde, de redressement, et donc que très probablement un certain nombre d'acteurs auront des engagements restructurés, des engagements y compris sociaux. Cela signifie que la situation de l'emploi, du pouvoir d'achat des ménages pourrait se trouver affectée. Et donc ces mesures, finalement gouvernementales, auraient alors un impact de beaucoup plus long terme et pourraient amorcer des cycles sur certains marchés. Aujourd'hui, le marché de l'immobilier semble ne pas avoir été affecté, mais pour le moment, qu'en sera-t-il si, à la fin de l'année 2021, du fait de ces restructurations, la France compte 2 millions de chômeurs de plus? Rien ne dit que le marché de l'immobilier ne sera pas alors significativement affecté. Les DIP remis doivent donc aborder ces questions. Et s'il est trop tôt pour anticiper les conséquences de cette crise, comme Laurent le disait, finalement, il n'y a qu'une certitude, c'est l'incertitude. Il faut au moins mentionner celle-ci et esquisser les grandes tendances qui ont pu être observées depuis le début de cette crise dans votre secteur d'activité, en extrapolant d'éventuels scénarios possibles de conséquences à moyen ou long terme. Donc, attirer l'attention des candidats en premier lieu et penser en effet à mettre à jour, peut-être plus régulièrement qu'à l'accoutumée, vos états de marché pour actualiser ces perspectives. Je trouve que l'idée de ces notes de conjoncture est intéressante parce qu'elle donne une tendance globale sur ce qui se passe sur le marché en termes de consommation, le cas échéant d'annonces de procédures de sauvegarde ou de redressement, voire de liquidation d'un certain nombre d'acteurs, de concurrents. Et cela permet aux candidats de mesurer les difficultés éventuelles qui l'attendent. Parce que soyons très clairs, le risque de vice du consentement, il existe quand le marché est en phase de décroissance, jamais en phase de croissance. Donc ces perspectives de développement, elles ont un intérêt exclusivement commercial quand tu es dans une phase de croissance dont on peut penser qu'elle est assez pérenne ou sur laquelle on a une petite visibilité. En revanche, elles deviennent essentielles en termes de gestion de risque juridique lorsque le marché connaît des difficultés, ce qui est le cas. Donc c'est dans les zones de turbulence qu'il faut être vigilant et actualiser sur ces sujets beaucoup plus régulièrement les états de marché. Ah, alors Laurent, je t'entends pas, tu vas peut-être couper ton micro. Voilà. Non, alors, je ne t'entends toujours pas. Aïe, aïe, aïe. Tu as peut-être un petit icône sous ta photo, si tu l'affiches en surbrillance, qui te permet de couper. Non, c'est pas ça. Modifier la source de son, peut-être. Rebranche ton casque, ou sinon, écoute, éventuellement, ressort et rentre, peut-être. On ne sait pas si l'assistance entend Laurent. Moi, je ne l'entends pas. Non. Non. Pas mieux. Alors, voilà, Laurent, on réduit au silence. Bon, alors peut-être en attendant que Laurent essaie de te reconnecter. Oui. Voilà, donc ça y est, il essaye. Alors, donc sur la position du juge, est-ce que les risques sont plus faibles, Laurent? Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est parfait. Tu allais poser une question, Laurent. Oui, oui, j'allais évoquer la mise à jour de l'état général de marché. Voilà, nous, on a pris la décision quand on commercialise un état général de marché pour la première fois, d'indiquer aux clients que tous les 12 à 18 mois, il doit, en période habituelle, renouveler son état général de marché. On a un tarif spécifique pour cette mise à jour.
qui est incitatif, bien évidemment, à faire cette mise à jour, parce que ce qu'on a voulu éviter, c'est des états généraux ou des DIP qui sont nickel en année 1 et qui se retrouvent nickel, mais avec les mêmes données de l'année 1 en année 5. Parce que quand vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu as un DIP, il te répond oui, un état général, il te répond oui, mais forcément, la question, c'est est-ce qu'il est à jour? Donc nous, déjà, on préconise le 12 à 18 mois, et surtout, dès que le syndicat professionnel majeur du secteur a sorti de nouvelles données, de nouvelles études, par exemple. Mais dans la période actuelle, il est évident que ce que tu as évoqué impose des mises à jour bien plus régulières. Je ne sais pas s'il y a des dates à donner, mais en tout cas, à chaque mouvement sérieux, et même d'ailleurs dans un DIP, vous pouvez rajouter des pages de la presse annonçant les mésaventures de vos concurrents et les bienfaits ou les effets d'aubaine sur votre secteur. Voilà, non, il n'y a pas de date, mais il faut en effet être extrêmement vigilant à l'évolution éventuellement négative de la consommation et plus globalement des données de marché. Alors, en cas de non-réalisation de chiffre d'affaires prévisionnel fait par le franchisé, idéalement, mais alors si le franchiseur y a c'est un autre débat qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, est-ce que le juge tiendra compte de l'état du marché pour attribuer au franchisé l'on atteinte des CA prévisionnels? Assurément. Il revient au franchisé de déterminer en quoi une éventuelle faute du franchiseur dans l'établissement des prévisions à déterminer directement le chiffre d'affaires. Donc là, les circonstances de marché font que très probablement le juge sera beaucoup plus clément et attribuera la non-réalisation des prévisions au marché. Alors, Claire Godin nous pose une question sur les DIP en renouvellement. Est-ce qu'il faut être aussi exhaustif par rapport à cette période de Covid que le franchisé a connue? Alors, vous savez comme nous, Claire, que globalement, lorsque nous sommes en renouvellement, le risque de vice du consentement est en effet très faible. Parce que le marché est connu du franchisé dont le contrat est renouvelé. Tant le marché local que le marché général. Il connaît très clairement l'état de sa concurrence, il connaît très clairement l'état de sa demande, donc les risques sont beaucoup plus faibles. Néanmoins, une mention peut-être plus générique sur le fait que la consommation, en effet, alors de chocolat, pour ce qui vous concerne, a pu être affectée pendant la période, non pas de fermeture, puisque vous faisiez partie des commerces essentiels. Le chocolat est très important pour garder la forme et la bonne humeur, mais vous avez tout de même subi, évidemment, des méventes importantes à une période qui était fondamentale, Pâques. Vous pouvez, en quelques mots, indiquer qu'il y a eu un impact lié à la période. Voilà. Bon, maintenant, je pense que tout le monde l'aura constaté, et donc je ne crois pas que cette information soit absolument déterminante de votre sécurité juridique. Non, mais en revanche, ça amène bien à un sujet. Derrière la question, il y a une information qui est intéressante à souligner, c'est que quand on renouvelle un contrat de franchise, on est théoriquement tenu de produire à nouveau un document d'information précontractuel. Dans les conditions que tu as il faut le évoquées. faire, on est en effet tenu parce Voilà. que même si on a un renouvellement tacite, le contrat initial cesse ses effets et un nouvel acte juridique naît. Hein, donc un DIP doit être délivré. Donc en effet, merci de cette précision, Laurent. Et c'est évident aussi dans le cas d'une reprise, dans le cas d'un rachat, puisqu'on va avoir des rachats qui vont avoir lieu, de gens qui connaissent certes le secteur, mais qui sont dans une autre enseigne. Si les réseaux sont rachetés, les franchisés devront certainement souscrire un nouveau contrat. Ça paraît évident, mais je trouve que c'est pas mal de le préciser. Très bien. Vas-y. Alors, autre question que tu m'as posée, Laurent, est-ce qu'il est nécessaire désormais d'anticiper la survenance de crises d'une telle ampleur dans le DIP, et notamment dans les états de marché? Alors, au regard de ce que je viens d'exposer, non, enfin, sauf à adopter une mention générique qui deviendrait une formule de style et qui embrasserait de nombreux faits imprévisibles, tels que l'invasion des criquets en Égypte, des catastrophes naturelles, quelles qu'elles soient, des états de guerre, bref, un petit peu comme des clauses d'un contrat d'assurance pour définir des exclusions. Il est vrai que cette crise nous a rappelé que finalement, toute organisation, donc les organisations économiques, les marchés, étaient fragiles et pouvaient subir des perturbations extrêmement importantes. Nous n'y étions plus habitués, on vient de le vivre, donc pourquoi pas adopter une mention générique. En tout cas, ça n'est pas susceptible de déterminer un vice du consentement du fait du caractère imprévisible et exceptionnel de l'événement. Alors,
La question que tu me posais également, Laurent, c'est quelles informations doivent être principalement mentionnées concernant les impacts de la période sur l'économie, le marché, le réseau, l'entreprise du franchiseur. Donc je disais tout à l'heure qu'il pouvait être utile de joindre une note de conjoncture puisqu'elle donne des tendances de consommation qui sont souvent négatives quand même dans un certain nombre de secteurs en ce moment. Donc on n'incite pas par là le franchisé à nous rejoindre eu égard à des perspectives de marché, notamment de consommation datées. Mais beaucoup plus globalement, tout ce qui figure dans l'information précontractuelle et qui est susceptible d'être impacté doit être actualisé. Donc ça concerne les données d'état de marché, comme l'évolution de la demande. Si on a une baisse des salaires et une augmentation du chômage, nécessairement, il y aura un impact de pouvoir d'achat qui pourrait produire des effets sur la consommation. Ou de l'offre. Si on a une augmentation des ventes à distance, une concurrence entre circuits nouvelles, eh bien peut-être que cela doit être mentionné. Toutes les informations sur l'état du réseau, que ce soit la structure financière de la société franchiseur ou les défaillances de franchisés, doivent évidemment être mentionnées. C'est une donnée tout à fait déterminante du consentement du franchisé. Cela est jugé de manière constante par de très nombreuses juridictions. Donc, quand il y a des défaillances de franchisés, on mentionne pas que le franchisé est parti pour des raisons personnelles. Non, s'il a été liquidé judiciairement, l'indication apportée dans le DIP, c'est liquidation judiciaire. Liquidation judiciaire pour cause de Covid, je n'en sais rien. En tout cas, liquidation judiciaire, ça c'est sûr. Donc je pense qu'il faut là-dessus ne rien cacher, être transparent et délivrer une information parfaitement sincère. Et quel est ton avis sur l'information du franchiseur qui lui-même serait placé en procédure judiciaire, en mandat ad hoc, en sauvegarde, en RJ? Est-ce que tu penses que c'est un élément qui doit être constitutif du DIP? Moi, je pense que c'est un élément qui doit être constitutif du DIP parce que ce n'est pas le cas du mandat ad hoc parce qu'il est confidentiel. En revanche, la sauvegarde ou le RJ font l'objet de mention sur le CABIS. Donc, même si cette information est potentiellement publique et que le franchisé a un devoir de se renseigner, elle est clairement déterminante du consentement du franchisé. Et donc, la lui mentionner me semble indispensable. D'autant que l'on sait que les entreprises qui sont placées dans ces situations ont des risques de défaillance significative et en tout cas de changement d'actionnaire. Et du coup, ça nous renforce, enfin, ça nous ramène à l'article 1112-1 du Code civil qui parle de toute information importante portée à la connaissance de l'autre partie. On Absolument. peut considérer qu'une situation de défaillance, et presque même celle du mandat ad hoc, j'aimerais rajouter. Absolument. Je pense que le mandat ad hoc sur le 1112, oui. Mais déjà, à mon avis, la sauvegarde Oui. ou le redressement, je pense que ça résulte même de l'article L330-3 du Code de commerce, puisque ce texte vise, avec l'article R330-1, l'obligation de mentionner toutes les modifications juridiques significatives ayant affecté l'entreprise du franchiseur. C'est pour ça que dans mes exemples, j'ai parlé de perte en capital, de coût d'accordéon. Donc le coût d'accordéon, c'est une augmentation de capital suivie d'une réduction pour éponger une perte. Donc on se refait en fait un petit lifting de bilan, mais ça traduit quand même la réalisation de pertes significatives. Donc ne pas mentionner un coût d'accordéon récent dans le DIP, bah, c'est faire l'omission d'une opération juridique qui a affecté le franchiseur et qui pouvait être significative parce qu'elle pouvait conduire le candidat à s'interroger sur la solidité de celui-ci et donc sur l'opportunité de rejoindre le réseau. Et on peut comprendre à quel point c'est dur pour un réseau de devoir faire figurer ce genre d'informations dans un DIP, parce qu'un DIP, ça n'est pas qu'un document contractuel, c'est également un document commercial, pré-signature d'un contrat. C'est évidemment extrêmement difficile. Rude, Après, bien mais évidemment, la chacun peut loi est prendre dure, une mais c'est la décision loi. d'opportunité, mais en tout cas, en matière de conformité, Oui, la je suis réponse absolument est d'accord. évidente et elle est positive. Il faut faire figurer ces informations. Alors, est-ce que la tête de réseau doit mentionner spécifiquement comment elle a financièrement et commercialement traversé les deux périodes, confinement, déconfinement, ainsi que les opérations, les moyens mis en œuvre pour soutenir le réseau? Alors, j'ai répondu non parce que ça n'est pas une obligation requise par la loi. Donc, pour assurer la conformité du DIP, ça n'est pas indispensable. En revanche, l'article 1112-1, si le franchiseur connaît des difficultés, elles peuvent déterminer le consentement du franchisé. Donc on peut se poser la question de savoir si l'exigence générale de sincérité, plus largement de loyauté dans la période précontractuelle, n'impose pas en effet de mentionner des difficultés éventuelles. Après, on peut aussi finalement
montrer positivement comment on a assisté son réseau dans cette période, par l'information positive, mais cette information doit toujours être sincère, donc il faut bien la calibrer. Le commerce ne doit pas, en matière d'information précontractuelle, dépasser l'habileté normalement admise. Absolument. Moi, j'ai posé cette question parce que j'ai été surpris de comportements absolument différents dans les mêmes secteurs, de gens qui voulaient à tout prix rester ouverts, à tout prix continuer le commerce, et d'autres réseaux, dont j'en ai quelques-uns de taille très importante, c'est-à-dire 500 unités, voire plus, qui ont pris vraiment la décision, la sincère décision de ne pas ouvrir, parce que mise en péril, risque sanitaire, responsabilité du dirigeant. Donc, je pense qu'il y a eu un comportement de la part des réseaux qui illustre sincèrement leur état d'esprit. Et je trouve que du coup, à travers ces mentions sur comment on a géré la période de Covid, on permet à un réseau de récupérer dans un document, certes un peu juridique, un peu d'humanité ou un peu de sens. Et je sais que les candidats franchisés sont assez sensibles à ces petites variations. Et c'est aussi dans ces moments-là que les gens se révèlent. Donc, des réseaux un peu plus atones, un peu plus dans la moyenne, ont peut-être tiré leur épingle du jeu et il ne faut surtout pas qu'ils oublient de le mentionner dans le DIP. Absolument. Alors, est-ce que la période actuelle, c'est la question que tu me posais, peut influencer dans un sens ou un autre les décisions d'un tribunal selon la date à laquelle le DIP a été délivré ou le contrat signé? Alors, oui, clairement, en fait, la sincérité de l'information s'apprécie à la date de délivrance du DIP. Donc, évidemment, un juge, pour l'information précontractuelle, va tenir compte de la date de délivrance du DIP. Donc, tant qu'on ne parlait pas vraiment de Covid ou que ça semblait un mal un peu exotique et que la situation semblait contrôlée dans le cadre de clusters, c'est-à-dire jusque fin février ou peut-être début mars, probablement que on ne pourra faire grief à un franchiseur de n'avoir pas fait mention des risques sur son marché et de ne pas avoir spécifiquement actualisé ses états de marché. En revanche, à partir du moment où des annonces à la restriction de la liberté du commerce, de la liberté d'aller et venir ont été faites, il y avait au moins un point qui était sûr, c'était l'incertitude sur les ventes des semaines et des mois qui viennent, et probablement la structure de la concurrence. Donc, pour cela, très probablement que là, le juge va, pour apprécier la sincérité de l'information transmise, examiner l'information qui était disponible à ce moment-là pour le franchiseur. Il tiendra aussi compte, puisque le franchisé a un devoir de se renseigner, de l'information qui était publique et de notoriété, et que le franchisé n'était pas censé ignorer pour apprécier si le consentement du franchisé a pu être vicié par l'absence de mention des perspectives d'évolution des marchés, notamment du fait des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Alors, on va répondre à la question de Monica Victor Alves qui veut savoir si les DIP envoyés avant le confinement, mais dont les contrats de franchise ne sont pas signés, doivent être refaits pour mettre à jour les données. Alors, je pense qu'il ne serait pas inutile si, en effet, vos états de marché n'ont pas comporté de mention sur des perspectives d'évolution. Je ne vous connais pas, donc je ne connais pas votre secteur d'activité. Je ne sais pas si tu le connais, Laurent, de ton côté. Oui, je le connais. On est, sans le donner précisément, sauf si Madame Victor Alves veut le donner, on est dans le domaine, on va dire, de la restauration au sens large. D'accord. Voilà. Bon, très bien. Donc, c'est un domaine qui probablement est susceptible d'être significativement affecté et aussi durablement, peut-être, par les mesures de précaution sanitaire qui sont imposées à ces entreprises, qui vont devoir réduire leur capacité d'accueil pour respecter des mesures de distanciation. C'est-à-dire que les chiffres d'affaires au mètre carré qui étaient réalisés ne vont pas pouvoir être réalisés dans les semaines qui viennent. Mais le nombre de semaines, on ne les connaît pas. Donc, ça peut être relativement durable. Donc, je pense que vous avez tout intérêt à le modifier. C'est aussi un secteur qui a été très affecté par le confinement et dans lequel on a vu les ventes en ligne et livrées en particulier
se développer particulièrement. Donc là, il y a, je pense, tout un tas de sujets à explorer avec vos géomarketeurs. Alors, je pense d'ailleurs qu'il n'est pas inutile dans le DIP d'intégrer des notions à la date où vous éditez le DIP. Alors c'est un peu complexe peut-être pour les équipes développement, mais des notions de tendance, en fait, de transparence sur la tendance de chiffres. Alors on pourrait croire que c'est gênant parce que on se dit, bah non, si je donne des tendances de chiffres dans mon DIP, la concurrence va être au courant. Bon, voilà, pour assez bien connaître le marché depuis 22 ans, que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, les réseaux, pour parler comme ça, se parlent entre eux, s'indiquent comment est la tendance. Donc, il n'est pas besoin d'être précis magasin par magasin ou zone géographique par zone géographique, mais bon, voilà, surtout si les chiffres indiquent quelque chose de favorable, ou d'ailleurs non, je ne le qualifie pas en fait. Je pense que la tendance de sortie de crise, si on en sort, est voilà, peut-être intéressante. Il y a en tout cas un effort de transparence. Et voilà, et cet effort de transparence ne peut être que salué, ne parlons même pas des juges, par le marché, par la profession et par le candidat, bien évidemment. Mais oui, je pense que... Voilà. Très bien. Alors, quelques mots après l'information précontractuelle sur le contrat de franchise lui-même. Donc, on a un certain nombre de sujets qui vont être traités. Est-ce que les franchisés doivent payer leurs redevances? Est-ce qu'ils peuvent prétendre à une exonération de leur obligation de paiement? Est-ce qu'ils peuvent prétendre à une réduction des redevances? Comment sécuriser vos créances? Comment garantir le périmètre de votre réseau? Donc, on va essayer de faire une synthèse assez rapide dans le temps qui nous reste sur ces sujets. Alors, est-ce que les franchisés doivent payer leurs redevances? On a un certain nombre de clients qui ont reçu des courriers de franchisés en disant il y a force majeure, je ne pourrai pas vous régler et je ne vous réglerai pas. Sont-ils fondés à le faire? Qu'est-ce que la force majeure? C'est un événement qui est extérieur aux parties, au contrat de franchise. C'est un événement qui était pour elles imprévisible et c'est un événement auquel elles ne peuvent résister. C'est-à-dire que c'est un événement qui va empêcher d'une manière absolue l'exécution de leurs obligations. Et donc, quand on parle de force majeure, la force majeure, il faut l'apprécier au regard de chaque obligation contractuelle. Il n'y a pas force majeure de manière générique. La force majeure peut paralyser une obligation du contrat sans paralyser les autres obligations du contrat. Donc il faut voir si la pandémie d'une part et les mesures de restriction gouvernementale d'autre part sont susceptibles de constituer des faits de force majeure impactant les obligations principales des parties au contrat de franchise. Donc, ce qui nous amène à rappeler les principales obligations du franchiseur. Mise à disposition des signes distinctifs, c'est-à-dire la marque et globalement tous les éléments d'identité qui permettent aux consommateurs de repérer la marque et de consommer chez vous. Normalement, cette obligation de mise à disposition n'est pas affectée dans la mesure où vos droits de marque demeurent, vos droits d'auteur demeurent, bref, l'ensemble de votre propriété industrielle et intellectuelle demeure et continue d'être effectivement mis à disposition. Alors, certains contrats stipulent néanmoins des garanties de jouissance et on peut se demander si ces garanties de jouissance ne peuvent pas conduire le franchiseur à une impossibilité de mettre à disposition le signe distinctif dès lors qu'associé à cette garantie de jouissance, la marque ne peut être exploitée qu'à titre d'enseigne pour un point de vente déterminé. Donc là, il faut analyser le contrat. Si en revanche, l'engagement du franchiseur est un engagement de simple garantie d'existence de ses droits de propriété industrielle et intellectuelle, pour moi, il n'y a pas de sujet. C'est-à-dire que son obligation n'est pas affectée par les restrictions à l'exploitation des commerces. Ce que je dis là ne vaut éventuellement, en présence d'une clause de garantie de jouissance et d'une clause de spécialité de la concession de marque pour un emplacement déterminé, que si cet emplacement a pu être fermé par fait du prince. Donc, au terme des arrêtés des 14 et 15 mars dernier. La mise à disposition du savoir-faire, elle est a priori non affectée dès lors que le franchisé continue d'accéder au manuel opératoire.
qui demeure disponible sur l'intranet de l'enseigne ou si c'est un manuel papier qui demeure entre ses mains. Il a donc toujours la possibilité de consulter ce savoir-faire qui est effectivement à sa disposition. S'agissant de l'assistance, elle est toujours possible, sauf si, en fonction de la rédaction de vos clauses, vous aviez prévu des obligations d'assistance qui ne peuvent plus être exécutées. Par exemple, vous vous obligez à une visite mensuelle d'un point de vente qui est fermé. Bien évidemment, vous ne pourrez pas effectuer cette visite et donc là, vous n'exécutez pas l'obligation d'assistance, vous n'êtes plus en mesure de l'exécuter. Et là, vous n'êtes plus en mesure de le faire si le point de vente a été fermé, encore une fois, par le fait du prince, c'est-à-dire du fait des arrêtés ministériels dont on a parlé. Les principales obligations du franchisé, c'est exploiter la marque et le savoir-faire. Alors, elle est affectée, cette obligation, en cas de fait du prince, c'est-à-dire s'il s'est trouvé dans l'obligation administrative d'exploiter son point de vente. Si en revanche, il a choisi de fermer, c'est un choix, une décision du chef d'entreprise, il n'y avait nulle impossibilité d'exploiter marque et savoir-faire. Donc, dans ce cas, la force majeure ne vient pas paralyser cette obligation. Et payer les redevances, alors là, ça n'est pas affecté. La Cour de cassation a rappelé, à plusieurs reprises d'ailleurs, que l'obligation de payer n'était pas habituellement affectée par la force majeure. Il est toujours possible d'effectuer un paiement. C'est sûr que ça concerne d'autant plus les redevances forfaitaires que les redevances proportionnelles au chiffre d'affaires quand il n'y a pas de chiffre d'affaires. Très clairement. Très clairement. Alors, il y a un autre mécanisme qui a pu être soulevé par certains franchisés, c'est l'exception d'inexécution prévue à l'article 1219 du Code civil. En fait, c'est un mécanisme qui permet à un contractant qui ne reçoit pas la contrepartie qui lui a été promise, par exemple de marque s'il y a une jouissance paisible, ou d'assistance s'il y avait des visites de magasins, d'opposer une exception d'inexécution pour ne pas régler des redevances. Donc, cette exception doit être opposée en temps utile et le franchisé ne peut l'opposer du fait de son impossibilité d'exploiter. Il ne peut opposer cette exception que s'il y a inexécution par le franchiseur de tout ou partie d'une obligation, notamment l'obligation d'assistance. Je reviens à mon exemple de visite d'un point de vente fermé. L'exception d'inexécution doit être proportionnelle. Donc, un non-paiement ne pourrait être que partiel, à mon avis, en matière de contrat de franchise, puisque il me semble qu'aucun contrat de franchise n'a été entièrement paralysé par la force majeure. Donc, les obligations du franchiseur ont toujours pu s'exécuter, au moins partiellement. Alors, ça peut donner, dans certains cas, aux franchiseurs des opportunités pour mettre en œuvre une clause résolutoire express si l'exception d'inexécution qu'on lui oppose l'est à mauvais escient. Donc, il peut répliquer à l'exception d'inexécution par une mise en demeure au visa de la clause résolutoire, si jamais l'exception lui est opposée par un franchisé qu'il avait souhaité exclure de son réseau. Alors, l'effet de la force majeure, c'est une suspension de l'obligation qui est affectée. Aujourd'hui, du fait de la réouverture possible des commerces, sauf pour la restauration, les contrats ont de fait repris leur cours. Alors, quelques enseignements peut-être en matière de rédaction d'actes. Moi, je suggérerais de demeurer générique sur les modalités de l'assistance, pour ne pas prêter le flanc à l'inexécution, mais aussi pour permettre de faire évoluer très rapidement les modalités de l'assistance en fonction des circonstances et des nécessités de l'animation du réseau. Beaucoup d'enseignes ont mis en place des mécanismes d'assistance numérique plus performants, ont été extrêmement présentes aux côtés de leurs franchisés, leur ont beaucoup parlé via des webinaires ou d'autres systèmes. Donc celles qui avaient prévu exclusivement des visites et s'étaient engagées sur un rythme de visite ont pu se trouver en situation d'inexécution, alors que celles qui sont restées plus génériques ont été plus mobiles sur leur base et ont pu s'adapter plus rapidement au contexte. Ensuite, il y a un risque de syndrome post-traumatique. On va avoir des effets de franchisés qui ont été très accompagnés. Et quand si les choses reprennent un tour normal comme avant, en tout cas, je ne sais pas si c'était normal avant, on va avoir des sensations pour certains franchisés d'être un peu plus abandonnés qu'ils ne l'ont été pendant cette période.
Oui, très, très clairement. Alors, ensuite, peut-être définir non pas une redevance globale, mais une redevance pour chacune des contreparties fournies par le franchiseur. Marque, savoir-faire, assistance. Ça permet en fait de diviser les risques et d'affecter la possibilité pour le franchisé d'opposer une exception d'inexécution uniquement à une partie de la redevance et donc de sécuriser le reste des revenus. Et ça vaut de manière générique, c'est-à-dire même hors période de crise, ça permet en fait de focaliser le débat indemnitaire en cas de contentieux sur des sommes moins importantes correspondant exclusivement aux contreparties critiquées. Et les contreparties critiquées, vous le savez, c'est généralement l'assistance. Hein, c'est beaucoup moins fréquent et ça se fait avec beaucoup moins de succès sur la marque et le savoir-faire. Sur la marque, justement, peut-être garantir son existence, mais pas sa jouissance. Vous limitez l'obligation et là, ça ne permettait pas au franchisé de vous opposer un fait de force majeure et donc l'inexécution de votre obligation. Peut-être introduire une clause sur la force majeure. Tout d'abord, l'article 1218 du Code civil est supplétif, donc on peut écarter le jeu de la force majeure. Mais on peut aussi, si on choisit de ne pas l'écarter, définir les cas de force majeure. Définir la durée de la suspension avant résolution du contrat, ou exclure certains cas comme constituant des cas de force majeure. Donc ces clauses, si elles n'existent pas, méritent clairement aujourd'hui une réflexion pour les introduire dans les contrats de franchise des réseaux. D'ailleurs, est-ce que le franchiseur, est-ce que la tête de réseau peut imposer la fermeture à l'intégralité de ses partenaires? Non, clairement non. Parce que ça a été un sujet, hein. J'ai connu quelques réseaux qui, alors chez certains, il y a eu une espèce de solidarité qui ont fait, on suit la direction de la décision de la tête de réseau et on ferme. Dans d'autres cas, il y a eu quelques villages gaulois qui ont résisté encore et toujours à l'envahisseur et qui ont décidé d'être ouverts, même quand l'intégralité du réseau avait demandé à rester fermé. Et je me demandais si dans ce contexte, la clause sur la force majeure pouvait introduire la notion d'homogénéité du réseau, puisque d'une certaine manière, l'assistance n'y est plus, peut-être que les services de contrôle du siège ne sont plus en place, donc il y a peut-être un risque pris. Et donc voilà, je me suis posé cette question qui était de savoir, pour les quelques réfractaires, s'il y avait dans des cas particuliers comme cela, la possibilité d'imposer une espèce d'uniformité d'ouverture ou de fermeture. Alors, le franchisé, évidemment, demeure un commerçant indépendant. Hein, on est dans un accord de distribution vertical. Hein, donc, l'idée, c'est de recourir à des indépendants pour exploiter la marque. Donc, cette exploitation se fait dans le cadre de règles, mais qui demeure. C'est-à-dire qu'en fait, le franchisé, à partir du moment où il respecte le contenu du manuel opératoire, il respecte clairement l'image de la marque et le savoir-faire. Donc, si son exploitation est respectueuse, il n'y a pas de motif en réalité de le fermer, si ce n'est de l'empêcher d'adopter, comme chef d'entreprise libre, ses jours et horaires d'ouverture. Donc, dès lors qu'il n'y avait pas de décision administrative, il me semble que c'est une décision qui ressortait de la liberté du franchisé et qu'il revenait au franchiseur d'assurer les services dus aux franchisés pendant cette période. Le franchiseur n'a pas été empêché de fonctionner. Enfin, je pense que ton entreprise, comme la mienne d'ailleurs, ont parfaitement fonctionné. On a énormément travaillé pendant cette période parce qu'on avait les infrastructures informatiques, parce qu'on avait les outils, bref, parce que nous y étions en fait préparés. Donc le franchiseur qui exerce un métier de service était placé exactement dans la même position et devait normalement être en mesure de pouvoir fournir les services prescrits par le contrat. Alors, bon, le défaut de paiement des redevances, c'est une chose. Des franchisés peuvent demander aussi une réduction de redevances. Alors, est-ce qu'ils ont des fondements légaux pour ce faire? S'il y a une inexécution partielle, on peut penser à l'article 1223 du Code civil qui dispose qu'en cas d'inexécution imparfaite, le créancier peut, après mise en demeure, s'il n'a pas tout payé, notifier au débiteur sa décision de réduire le prix de manière proportionnée à l'inexécution. Donc c'est utilisable, le cas échéant, par un franchisé qui aurait bénéficié d'une assistance partielle. Cas d'un contrat qui définit très précisément des modalités d'assistance. Il fait le compte et puis il se dit, ben voilà, j'ai eu un bout d'assistance que je n'ai pas eu pendant toute cette période, donc je décide de réduire le montant. Donc cet article serait opposable. Conseil rédactionnel, encore une fois, définir une redevance pour chacune des contreparties.
Mais ce texte est également supplétif, donc on peut vous recommander de l'écarter, ce qui évite que le franchisé se fasse justice à lui-même en estimant qu'il y a inexécution partielle pour retenir un paiement. Donc là, plutôt déroger à l'application de l'article 1223 du Code civil dans les clauses financières de votre contrat de franchise. Alors, autre fondement, beaucoup ont parlé d'imprévision. Alors, qu'est-ce que c'est que l'imprévision? C'est un mécanisme qui est prévu à l'article 1195 du Code civil, qui s'applique aux contrats conclus renouvelés après le 1er octobre 2016 et qui permet de renégocier un contrat lorsque survient un changement de circonstances qui doit être imprévisible à la conclusion du contrat et qui rend l'exécution du contrat excessivement onéreuse pour l'autre partie. Alors, tu parlais tout à l'heure, Laurent, de redevances proportionnelles ou forfaitaires. Cet article, évidemment, n'a pas lieu d'être si les redevances sont proportionnelles. Il n'y a que si les redevances sont forfaitaires ou que des redevances comportent un minimum garanti que cet article serait susceptible de recevoir exécution. Alors, il faudrait pour ça une baisse extrêmement importante de son chiffre d'affaires. Mais je souligne d'emblée que, compte tenu du caractère très récent de cette notion, il n'y a pas de jurisprudence qui vient définir ce qu'est le caractère excessivement onéreux d'un engagement. Il y a une décision avec une perte de marge commerciale brute de 60% qui a refusé d'appliquer l'imprévision. Et on était dans une relation client-fournisseur. Donc là, en matière de franchise, on n'a pas de décision sur ce sujet et les contours de cette notion sont extrêmement incertains. Mais ça veut dire qu'il va falloir demander au juge une analyse économique, analyse à laquelle il n'est pas nécessairement formé et qui sera très probablement empreinte d'une assez grande subjectivité. Alors ensuite, la procédure, quelle est-elle? Il faudrait que le franchisé demande la renégociation du contrat au franchiseur et qu'il continue à payer pendant toute la renégociation. S'il n'obtient pas satisfaction dans un délai raisonnable, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d'accord, le juge peut, à la demande d'une seule des parties, donc du franchisé en l'occurrence, réviser le contrat ou y mettre fin à la date et aux conditions qu'il fixe, c'est-à-dire éventuellement en déterminant un préavis ou une indemnité de rupture. La conclusion qu'il faut porter sur cet article, c'est qu'il sera d'une application très limitée. Tous les contrats conclus renouvelés antérieurement au 1er octobre 2016, eh bien, on sera hors champ. Et puis, pour le reste, très forte incertitude et probablement le bilan coût-résultat de la procédure n'intéressera pas le franchisé. Les gains au regard des coûts ne seront pas suffisants. Alors, l'imprévision, ça n'est pas un texte d'ordre public, donc l'article 1195, vous pouvez également y déroger. Le conseil serait probablement, pour vous éviter ce type de débat, d'y déroger contractuellement pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se trouve face à des franchisés qui n'ont pas payé entièrement ou partiellement des redevances ou le prix des produits? Bon, je pense que pour toutes les créances qui sont nées antérieurement à la période de restriction administrative à l'exploitation des commerces, il n'y a pas de sujet, les paiements doivent être opérés. La bonne foi qui préside à l'exécution des contrats suppose que ces dettes soient réglées par les franchisés ou au minimum fassent l'objet d'un accord transactionnel. En tout cas, les circonstances liées à la fermeture administrative des points de vente ou au confinement n'impliquent évidemment pas qu'il n'y ait plus de règles et que ces dettes ne soient pas payées. Pour les créances qui sont nées postérieurement à la fermeture administrative des points de vente, eh bien, il faut examiner si les contreparties ont été fournies et exiger le paiement si tel est le cas. Donc là, c'est un examen au regard notamment de la force majeure et de l'exception d'inexécution que je vous ai présentée tout à l'heure. Quelles sont les recommandations de gestion? Évitez d'abord d'admettre de manière générique auprès de votre réseau que vos obligations ont été frappées par la force majeure. Si vous considérez qu'elles s'appliquent, préférez une application partielle de celle-ci à l'obligation qui est paralysée, le cas échéant en proposant un quantum de remise, par exemple sur une partie de la redevance si l'assistance n'a pas pu être fournie, et continuez à facturer tous les services que vous avez continué à fournir au réseau. Autant que possible, l'idée est de rester maître des reports ou des remises de redevances, de manière à les gérer de manière individualisée.
Alors j'effectue un petit rappel pour ceux qui auraient souhaité mettre en œuvre des clauses résolutoires. Hein. Leurs effets sont suspendus jusqu'au 23 juin prochain. Donc les franchisés, de ce fait, ont bénéficié, pour ceux qui n'auraient pas payé, d'un petit répit. Globalement, le non-paiement est un moment opportun pour sécuriser votre relation avec votre franchisé et vous faire titrer de votre créance. Alors, vous avez tout intérêt à recourir à la transaction, c'est-à-dire à un contrat défini à l'article 2044 du Code civil, qui est valide à condition que chacun renonce à des droits. Vous pourriez par exemple accepter des reports d'exigibilité, des échéanciers ou des abandons partiels de créances, en contrepartie de la reconnaissance par le franchisé de la validité du contrat et de la parfaite exécution jusqu'à date. Cette transaction a autorité de la chose jugée dans les limites de son champ, c'est-à-dire du litige qu'elle tranche. Et vous pouvez la faire homologuer, vous avez alors un titre exécutoire. C'est aussi l'occasion de demander d'éventuelles garanties additionnelles en contrepartie du crédit que vous consentez. Garanties telles que des nantissements de fonds ou des cautions qui pourront être mises en œuvre en cas de procédure collective touchant la société franchisée. Alors attention, les délais de paiement légaux n'ont pas été aménagés par les ordonnances, hein, ils doivent être respectés et ils ne peuvent être aménagés le cas échéant que dans un cadre transactionnel puisqu'ils ne sont pas à la disposition des parties. Pour vous faire régler dans ce contexte d'étalement, préférez la remise de chèque parce que en cas de crédit, l'avis de non-paiement d'un chèque qui ne serait pas provisionné que vous remet la banque est un titre exécutoire et vous permet d'exécuter directement sans passer par la case juridiction. Par ailleurs, un chèque antérieur à une procédure collective, mais non encaissé avant le jugement d'ouverture, doit être honoré par la banque. Et donc, vous ne rentrez pas dans la masse du passif à laquelle vous allez concourir dans la procédure collective. Donc, c'est évidemment extrêmement intéressant. Alors, vous pouvez aussi avoir intérêt à aider vos franchisés. Vous ne pouvez pas leur prêter à titre onéreux de manière régulière, puisque cela rentre dans le monopole des banques et des établissements de crédit. Mais vous pouvez recourir à des techniques telles que la franchise capitalistique pour renforcer leurs fonds propres. Alors évidemment avec des mécanismes toujours licites en droit de la concurrence et qui vous permettent de prendre le contrôle et de succursaliser si vous pensez que l'emplacement en vaut la chandelle. Vous pouvez également utiliser vos droits de préemption, d'éventuelles promesses unilatérales de vente qui vous auront été consenties par les franchisés pour racheter son entreprise au cas où il la cède et faire valoir vos droits, le cas échéant, à la barre. Alors évidemment avec un certain nombre de difficultés juridiques que nous n'aurons pas le temps d'aborder pour faire valoir ces droits et les rendre opposables à la procédure. Alors les clauses d'animation, je ne vais pas revenir dessus, hein, il faut qu'elles soient relativement adaptables, on l'a vu. Les clauses relatives au savoir-faire, je rappellerai simplement que le savoir-faire a un caractère évolutif et que il est nécessaire de pouvoir le faire évoluer très vite pour s'adapter au marché. Donc c'est normalement prévu dans à peu près tous les contrats de franchise, mais j'en dis un mot. Ce qu'on a vu pendant ces quelques semaines, c'est qu'il fallait agir très vite, très vite. Et donc, l'adaptation est clairement le maître mot, que ce soit pour la mise à jour de l'information précontractuelle, avec un degré de veille qu'il va falloir renforcer sur ces sujets, ou que ce soit par la définition de nouvelles relations aux franchisés, ou l'adaptation de vos méthodes collaboratives avec eux, permises par le contrat. Voilà, Laurent, la fin de ce webinaire se profile. Quelques mots de conclusion? D'abord, te remercier bien évidemment, mais remercier les quelques 115, 120 personnes qui étaient présentes, ce qui montre quand même que le sujet de l'information précontractuelle a toute sa place, d'abord dans la franchise, mais particulièrement en cette période. J'insisterai bien évidemment sur toutes les précautions juridiques que tu as évoquées qui sont essentielles. Je voudrais quand même rappeler que tout ça est une affaire commerce, mais donc une affaire très humaine, que donc la clarté, la transparence, je serais tenté de dire l'honnêteté dans la transmission des informations est essentielle avant toute démarche mercantile. Voilà, j'ai une petite formule de fin, hein, j'aime bien répéter en ce moment qu'il ne faut pas négliger son étude de marché, sinon c'est le marché qui vous négligera. Donc c'est mon pitch, ma phrase de fin, mais qui signifie bien que, à plus forte raison maintenant,
L'État local, l'État général, c'est compris, le DIP, c'est compris. Inciter le plus possible vos franchisés à faire une étude de marché d'implantation avec prévision de chiffre d'affaires à vitesse de croisière, qu'ils la commandent à un cabinet sérieux, accessoirement le mien si vous pensez que nous sommes sérieux. C'est la meilleure façon d'accompagner votre réseau et la meilleure façon d'accompagner vos franchisés. Voilà, alors un petit mot, je crois qu'en effet tout le monde a compris l'importance de l'information précontractuelle. La loyauté, la sincérité, ce sont des exigences qui sont aussi des exigences pour le juge. Je pense que dans cette période, il faut les avoir en tête. Et il n'y aura de sincérité de l'information précontractuelle aussi que si vous avez des process déployés dans vos réseaux de mise à jour des données. Donc, soyez vigilants. Merci à tous. Je réponds à la question. Bien entendu, les slides vous seront diffusés dès après ce webinaire qui est également accessible en replay. Voilà, donc vous aurez les supports et n'hésitez pas. Donc au plaisir de rééchanger avec chacun d'entre vous prochainement. Très bonne journée, à bientôt. À bientôt en vrai.